débat à la fin, il est génial. Franchement, il l'est, et je rigole toujours autant. Quand il va dire « Attention, je vais crier très fort !» Attention, je vais crier très fort. Ouh, ouh. Messieurs. Oh merde. Pourquoi répète pas? Il est caca. Ne fais pas! J'ai tout pouvoir. Je vais vous convoquer demain à la commandanture dans mon bureau à 8h. J'en veux rien! Ah, mais il me vise avec son arme! Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Alors, Ausweis, papier, s'il vous plaît. Autant! Est-ce que vous connaissez le conformisme social? Ça s'évalue via des expériences, qui peuvent avoir plusieurs formes, comme celle que vous voyez actuellement à l'écran, où cette femme est victime d'une expérience où ils sont tous complices, et où, ne comprenant pas pourquoi chacun se lève en même temps dès que retentit une sonnerie, fait comme les autres, se lève pour ne pas être en décalage. After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. Ou celle du prof de fac qui demande à tous ses élèves qui sont tous dans la complicité de lui dire quand elle leur posera la question que la pochette qu'elle tient dans la main, elle est verte alors qu'elle est rouge, et l'étudiant qui est en retard et qui n'est pas au courant, quand il va voir tout le monde dire que la pochette est verte alors que lui la voit rouge, quand on va lui poser la question à lui, qu'est-ce qu'il va dire? De quelle couleur est-elle? Vous, la demoiselle avec les cheveux courts. Rouge? Vous? Rouge. Rouge. Rouge? Rouge. 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 Et vous? Elle est rouge. Vous me direz à juste titre, quel est le rapport avec le sujet d'aujourd'hui, Papy fait de la résistance? Eh ben, figurez-vous que j'ai toujours été étonné que ce film soit, pour la quasi-totalité des gens qui l'ont vu, un film culte, au même titre que Les Bronzés font du ski ou Le Père Noël. Alors pas par les critiques de l'époque qui l'ont massacré, et je reviendrai sur certaines critiques dans la deuxième partie de la vidéo, mais le public adore ce film. S'il s'agit de répondre ce qu'ont répondu les Français, Et oui. qu'à cela ne tienne. Bien que sa construction ne soit pas toute rose, et j'y reviendrai dans la première partie consacrée aux coulisses du tournage, mais je n'ai jamais compris les raisons, non pas de son succès en salle, parce que ça s'explique très facilement, mais pourquoi le public appréciait autant ce film-là, à tel point que j'avais l'impression que moi, j'avais pas vu le même film. Parce que moi, il ne me fait pas du tout rire. Pas à une seule seconde. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Des personnages ambigus, des passions exacerbées. Crétinus. Flûte. Fermez-la. Sauf 3 minutes vers la fin, La presse est pourrie. Les absents ont toujours tort. Donne-moi les clés de l'audit. C'est toi qui les as. Mais non, crétin, c'est toi. sur lesquels je reviendrai. D'où cette expérience sur le conformisme que je voulais évoquer en intro, parce que je comprenais tellement pas ce que j'avais raté dans ce film, dans l'humour, dans ce qu'il essayait de montrer, que quand on me demandait si j'aimais bien, c'était rare, on me le demandait, je sais pas pourquoi, bah je disais que oui, j'aimais bien. Mais en fait, c'était pas vrai. Si tout cela ne vous fait pas peur, La Gestapo dans l'air. Ne restons pas là, c'est dangereux. alors vous vibrerez avec la famille Bourdelle, prise dans la tourmente de l'occupation allemande et qui fait front avec un courage exemplaire. Dans Mais qu'est-ce que vous faites, papy? Papy fait de la résistance. C'est pas un film que je déteste, c'est pas un film qui me révolte, c'est juste un film qui ne m'évoque rien, qui est creux, pour moi, hein, qui est creux, qui est vide, qui a pas de timing, qui a pas de rythme. En tout cas, il me laisse profondément indifférent, même après mon visionnage d'hier pour préparer la vidéo d'aujourd'hui. Au programme, de l'action à vous couper le souffle. Des situations explosives.
Peut-être que c'était de parler avec humour, de la collaboration, en montrant des résistants pas forcément très doués, et en montrant des Allemands pas forcément tous méchants. Peut-être que c'était nouveau, même si en 82, j'avais l'impression que dans l'As des As, je l'avais déjà vu. Et moi, je suis en pleine forme. Tandis que toi, regarde-toi. T'as plus d'aile, t'as le bras cassé, t'es un mutilé, mon pote. Beaucoup disent que le film est truffé de gags, qu'il est très drôle, mais le problème, c'est que, mis à part les quelques gags que j'ai tournés en dérision au début de la vidéo... Oh merde! Je n'ai pas trouvé de gags qui soient ratés. C'est même pas qu'ils soient ratés pour la plupart, sauf ceux qu'on a vus. Mais, enfin, selon moi, encore une fois, c'est que je n'en vois pas. Un suspense insoutenable. Monsieur Bordel, voulez-vous venir par ici, Peter? Ah, super résistant! Je le fais comme un... De la veulerie à l'état brut. Mais oui, je suis un dégonflé, j'en suis fier, figure-toi. Tu pars tout de suite ou je te fais couler en blanc? Donc, est-ce que c'était une comédie? Est-ce que je suis passé à côté de ce film-là parce que je l'ai mal pris et aujourd'hui je le prends encore mal du mauvais angle, du mauvais point de vue? Aidez-moi parce que je ne comprends pas. De l'injustice comme s'il en Vous pleuvait. préviens, vous commettez une énorme bourde! Je vais prendre les matricules, ça! Il va y avoir un rapport, mais carabiné! Aïe! Il me fait mal à la jambe en plus! Peut-être que c'est hilarant de voir le demi-frère d'Hitler inviter ses convives à manger dans des œufs géants avec des baguettes en entier? Comment fait-on? C'est tout bête. On prend une paquette entière, on la peur, tiens. Je sais pas. C'est drôle. Ça m'a fait l'effet Police Academy à Moscou. Pour ceux qui connaissent, Police Academy à Moscou, il y a des scènes tellement abjectes, tellement aberrantes. Oh. Bon, Police Academy à Moscou est une merde, faut le dire, c'est un ratage complet. Mais sans aller jusque-là pour ce film-là, qui a quand même un casting XXL, on va en parler, ça m'a fait le même effet dans le sens où... Est-ce que c'était censé me faire rire? Un érotisme torride. Toi non plus, tu n'as pas changé. Ou est-ce que c'est sérieux? C'est quand même flippant de ne pas savoir ce qu'ils ont essayé de faire dans ce film. En tout cas, encore une fois, selon moi. J'aurai l'occasion d'en parler aujourd'hui. Sans vouloir vexer la plupart d'entre vous, parce que l'idée n'est pas de descendre un film que vous aimez et de dire que c'est de la merde. Non, c'est juste vous dire à quel point... j'ai dû passer à côté de quelque chose. Super résistant. L'homme que la résistance admira et que l'histoire oublia. Bienvenue à Paris, Général Spons. Et c'est vous qui allez m'aider à comprendre ce qui vous a fait rire ou pas. Faudra vous lâcher dans les commentaires parce que vraiment, pour la première fois, je suis en détresse. Je ne comprends pas. Non pas pourquoi ce film a marché, encore une fois, c'est logique, mais pourquoi est-ce qu'il a plu? On est parti pour Papy fait de la résistance. 1981. Alors que la troupe du Splendide ne s'était pas encore dit totalement adieu, malgré les idées d'indépendance de la plupart d'entre eux, leur véritable œuvre de conclusion étant à mon sens Le Père Noël est une ordure, on en a parlé, Christian Clavier et Martin Lamotte écrivent en duo, tandis que chacun avait pris son envol et entamait sa carrière solo. Ce sera Papy fait de la résistance, une petite pièce, mettant en scène simplement 7 comédiens, et encore, pour certains en alternance. On y verra Christian Clavier, Martin Lamotte, Marianne Chazelle, Gérard Jugnot, Roland Giraud, Carole Jacquinot et Bruno Moineau. En somme, la pièce de théâtre, ça n'était pas encore le Ocean Eleven à la française, ou le Astérix, pour parler de films un peu plus locaux, où tu empilais des noms juste pour faire venir les gens. Comme quoi, le Astérix de Guillaume Canet ou celui aux Jeux Olympiques n'avait rien inventé au final. Bien qu'elle soit jouée par la plupart des membres du Splendide, la pièce n'était pas considérée comme une pièce du Splendide à part entière, car écrite par seulement 2 de ses membres, ce qui ne l'empêche pas de rencontrer un certain succès. Christian Clavier et Martin Lamotte souhaitent donc logiquement la voir portée à l'écran, après avoir adapté l'année précédente la pièce du Père Noël est une ordure sous la direction de Jean-Marie Poiret. Tant qu'à faire, autant prendre le même réalisateur, mais à condition, pour celui-ci, de réécrire certaines scènes, Jean-Marie Poiret trouvant le scénario de l'adaptation proposée par Clavier et Lamotte très mauvaise. Il avait au passage détesté la fin de la pièce pour la réécrire dans sa version filmée. Cela nécessitera 6 mois de réécriture et 5 versions différentes. Clavier et Lamotte, se documentant d'archives et visionnant une multitude de films français tournés entre 1946 et 1950, s'éloignant de plus en plus de l'esprit de la pièce, qui se concentrait sur une cave dans un huis clos. Contrainte de théâtre oblige.
Christian Fechner, producteur à succès à l'époque, ayant remis sur le devant de la scène Louis de Funès après son double infarctus en mars 75, en lui permettant de jouer aux côtés de Coluche dans l'aile ou la cuisse, sans aucune assurance et donc sur ses fonds propres, ce qui était un pari extrêmement risqué, est intéressé par la production du film. Mais cela se fera sous condition. Christian Clavier imposera à Christian Fechner des moyens importants afin de faire un vrai film historique, dans la veine de La Grande Vadrouille de Gérard Houry. L'idée, c'était de profiter du format du cinéma pour proposer des scènes d'extérieur, des scènes aussi un peu plus d'action, ou dans lequel Super Résistant pourrait faire des actions un petit peu plus impressionnantes. En bref, un film historique en costume avec des véhicules, ça demande des moyens. Même si la 7ème compagnie s'est très bien débrouillée sans ces moyens-là. Ceci dit, en passant. Mais Fechner est hésitant. Christian Clavier, tout comme Martin Lamotte, ne sont pas encore des acteurs pouvant justifier d'avoir leur nom en tête d'affiche à eux seuls. Les succès du Splendide au cinéma étant d'un point de vue commercial, assez modestes, avec des entrées inférieures à 2 millions d'entrées pour les bronzés fonds du ski, ou légèrement au-dessus des 2 millions avec le premier bronzé, bref, pas suffisant pour justifier un budget de 30 millions de francs. Un film qui avait un budget de trentaine de millions de francs de l'époque, c'est-à-dire probablement 120 millions d'aujourd'hui. Ah oui, tout de même. Budget qui sera en plus dépassé. Le film a un tout petit peu embarqué, on a un petit peu dépassé. Pour les justifier, Christian Fechner réclame la présence d'un grand nom en haut de l'affiche, suffisamment populaire pour limiter la prise de risque au maximum. C'est tout naturellement qu'il suggère le nom de Louis de Funès, souhaitant à nouveau voir à l'écran un passage de témoin entre Louis de Funès et la nouvelle génération, comme il l'avait fait avec Coluche pour l'aile ou la cuisse. Pourtant, l'acteur est fatigué, et le cœur n'y est plus, pris par une mauvaise grippe contractée au sport d'hiver en décembre 1982, mais Christian Fechner emmène Louis de Funès tout début janvier 83, loin de son château de Clermont, afin de l'emmener voir la pièce sur Paris. Il appréciera le spectacle et se rendit dans les loges, saluer les comédiens, d'accord sur le principe de participer au film, en tout cas de lire le scénario, à condition qu'on lui écrive un personnage moins présent à l'écran, la santé de l'acteur ne lui permettant plus d'assurer pour un premier rôle. Gérard Jugnot se souvient avoir été impressionné dans la loge, malgré la maladie qui avait considérablement amaigri l'acteur, par le regard de Louis de Funès, qui avait conservé, dans ses yeux bleus, toute sa vivacité. Mais il sentait également que l'acteur n'avait peut-être plus le cœur à ça. Son cœur, justement, qui avait lâché 3 semaines après, Louis de Funès étant victime d'un nouvel infarctus à son domicile de Clermont, le 27 janvier, à 19h, et il décédera moins de 2 heures après à l'hôpital de Nantes. Mais rien n'avait été écrit sur l'adaptation, encore moins le rôle que devait jouer Louis de Funès à l'écran. Soit Papy, soit le demi-frère d'Hitler, voire encore un tout nouveau rôle créé pour l'occasion, rien n'avait été décidé. Louis de Funès aurait été un ancien poilu de la guerre 14. Il habitait au fond du jardin, il était habillé en poilu. Il avait mis des barbelés, il avait fait des tranchées. Il avait dit les Allemands ne passeront pas chez moi. Étant donné que le film sera dédié à Louis de Funès, Christian Fechner décidera de conserver le budget alloué à la production, mais avec le projet de faire cette fois-ci un film avec une distribution riche et jamais vue en termes de noms associés à un seul film, comme dans Le Jour le plus long 20 ans auparavant, l'idée étant d'empiler des noms de prestige afin de s'assurer la curiosité du public. Pour le Splendide, c'était leur première superproduction, et cela sera le second argument pour vendre le film. Il sera écrit sur les affiches le film qui a coûté plus cher que le débarquement. L'héroïque Christian Clavier, le patriotique Michel Galabru, le distingué Roland Giraud, le cruel Gérard Jugnot, l'intrépide Martin Lamotte, la tendre et douce Dominique Lavanant, la toujours simple Jacqueline Maillan et le terrifiant Jacques Villeray. Afin d'attirer du monde en salle, le budget de 30 millions étant une prise de risque non négligeable tout de même, une multitude de petits rôles seront écrits et ajoutés au scénario, afin de faire une distribution poudre aux yeux, une distribution comme on dit all-star, le but étant de caser le plus de vedettes possible. Ce qui ne sera pas si simple. Il faut donc attirer de grands noms à associer à la troupe du Splendide, qui n'étaient pas encore considérés dans le métier, leur film faisant polémique dans l'esprit, en témoigne la sortie compliquée du Père Noël est une ordure en salle, la troupe n'étant pas, à l'époque, jugée à sa juste valeur. Il fallait donc trouver de grands noms, mais prêts à jouer de tout petits rôles, car les rôles principaux étaient déjà distribués. Tous les acteurs importants ont refusé de jouer avec
Clavier, Lamotte, ils trouvaient qu'ils avaient des rôles trop importants par rapport à eux. Ils étaient très scandalisés par ça. En gros, des futurs has-been qui vont être là pour montrer qu'ils aiment beaucoup ces petits jeunes qui vont les remplacer bientôt. Pas facile à gérer pour l'ego. Il y a des acteurs qui ont accepté avec enthousiasme. Pour moi, c'est le bonheur parce que ça me rappelle ma jeunesse. Pour nous, c'était la joie de participer, de dire au moins on monte dans un train qui prouve aux gens que finalement toutes ces générations peuvent vraiment travailler ensemble sans aucun problème. C'est ainsi que, par exemple, Bernard Blier déclinera, tout comme Michel Serrault ou Annie Girardot, qui avait été envisagée pour jouer Helena Bourdelle, mais qui refusera, détestant le scénario. Je la comprends. Jacqueline Maillan donnera son accord de principe, cette dernière ne faisant plus que du théâtre depuis des années et n'ayant pas tourné un film depuis presque 10 ans. Mais elle exigera un cachet tellement exorbitant au producteur qu'il dira non dans un premier temps, tout en imposant en plus une contrainte importante, être libérée chaque jour à 18 h pour aller jouer au théâtre. Autant vous dire que cette partie du tournage ne sera pas simple à gérer pour Jean-Marie Poiré, qui osera pas tellement contraindre Jacqueline Maillan, la grande Jacqueline Maillan, à jouer telle qu'il voulait qu'elle joue, à savoir jouer la bourgeoise, alors que comme elle était pressée de partir, elle jouait très décontractée, ce qui ne correspondait pas à ce pourquoi on l'avait engagée elle, plutôt qu'Annie Girardot, que Jean-Marie Poiré ne voyait pas dans le rôle, pour la simple et bonne raison qu'Annie Girardot ne faisait pas cantatrice, ne faisait pas bourgeoise, elle pouvait faire quelque chose d'un petit peu plus populaire, ce qu'elle fait très bien. De toute façon, elle voulait pas faire le film, elle le trouve nul. Jacqueline Maillan devait donc partir à 18 h tapante pour jouer au théâtre, et en plus, elle sera pas d'une très bonne humeur sur le tournage parce qu'elle va contester le fait que elle, quand elle chante, elle va être doublée par une vraie cantatrice, alors que Jacques Villeray, lui, ne le sera pas. D'ailleurs, au moment où il chante « Je n'ai pas changé », une scène soi-disant culte que j'ai jamais compris non plus en quoi elle était culte, il a parodié une chanson, super, mais qu'est-ce que ça apporte au film? La tête que tire Jacqueline Maillan à ce moment-là, je pense que c'est sa vraie tête. Toujours le même petit sourire qui en dit long sans vraiment le dire. Elle joue pas là. Toujours le même petit sourire qui en dit long sans vraiment le dire. Non, toi non plus, tu n'as pas changé. Quant à Michel Galabru, pris par défaut par Fechner qui ne le voulait pas non plus, de son côté, n'est pas si à l'aise que ça sur le plateau, sentant un esprit de concurrence entre les anciens et la nouvelle vague, avec une logique de concurrence plutôt qu'un travail de collaboration. D'autres comédiens, quant à eux, ne seront pas respectueux des plannings de tournage, ce qui contribue à augmenter l'enveloppe allouée au film, le tournage étant rallongé sur la durée pour avoir certaines scènes dans leur intégralité, car les scènes n'étaient pas forcément tournées dans l'ordre tel qu'on les voyait à l'écran. On perdait beaucoup de temps, puisque comme les acteurs venaient quand ils voulaient... On dit du mal les Allemands, mais entre nous, ils font beaucoup d'efforts. J'avais parfois Jean-Yann qui venait tel jour, pas de peau, c'était pas le jour. Donc je tournais parfois une scène, et puis l'autre côté de la scène, 1 mois et demi après. Malgré cela, l'ensemble du casting, de Roger Carrel à Roland Giraud, conserveront du tournage une ambiance de jeu, une ambiance d'école, amusés comme des gamins à jouer aux Allemands, notamment Roland Giraud, amusé de balancer des injures ni vues ni connues en allemand. Ich bin hart, mein Herz schlägt für ein Pferdefuß, wenn ich diese doigts. Gut, ja, bravo, jeune homme, félicitations. Ah, c'est du vrai allemand, sauf que je dis des horreurs, quoi. Oui, je ne cite pas du Goethe, quoi. Je dis, quand j'avance, tu recules, comment veux-tu que... etc. en allemand. Ce sera moins le cas pour Gérard Jugnot qui, de son côté, sera plus intimidé à l'idée d'insulter ou de maltraiter Jacqueline Maillan en la giflant avec des fleurs, par exemple, n'hésitant pas à se précipiter sur l'actrice après la fin de chaque prise pour s'excuser auprès de cette dame qui aurait pu être sa mère. Ce que je veux dire, vieux crouton? Lâchez ma mère! T'as gagné, toi, la pute! Il regrettera également que ce rôle lui ait collé si longtemps à la peau. J'avais un rôle ignoble et qui m'a d'ailleurs beaucoup desservi, puisqu'on m'a beaucoup identifié à ce néo-nazi. Jean-Marie Poiré avait obtenu qu'Alain Jérôme accepte de jouer son propre rôle de présentateur, mais d'après Gérard Jugnot, ce dernier n'avait a priori pas lu le scénario, voyant le présentateur effaré par les échanges tendus entre les personnages. À la sortie du film, 4,1 millions de spectateurs vont se déplacer en salle attirés par ce casting XXL, et aussi parce que c'est le film qui va rendre hommage à Louis de Funès. C'est quand même 2 arguments marketing frappants. Et pour un film d'une telle importance sur le papier, 4 millions de spectateurs, c'était en dessous de ce qu'on attendait Fechner malgré tout. Et à juste titre, même si à l'époque on faisait beaucoup moins de succès à 11-12 millions comme le faisait de Funès dans les années 60, 4 millions de spectateurs
pour un film avec un tel casting, qui est un au revoir mérité à l'un des plus grands acteurs qu'on a eu dans notre cinéma, à 4 millions, c'est pas fou. Même si c'est le plus grand résultat pour le Splendide et Jean-Marie Poiré, qui vont permettre à ce dernier et à Clavier de lancer leur carrière, souvent ensemble d'ailleurs, on l'a vu à plusieurs reprises sur cette chaîne, Les Visiteurs 2, Corned Beef, Les Anges Gardiens, etc. Donc c'est un film marquant pour notre cinéma parce qu'il va permettre de lancer complètement Christian Clavier, en tout cas c'est un point de départ, avant qu'il devienne hystérique dans certains films, tout comme Jean-Marie Poiré qui n'en était pas encore à sa réalisation épileptique, surtout au niveau du montage. Le public va se déplacer, mais les critiques, elles, ne vont pas épargner le film. En voici quelques-unes que j'ai sélectionnées pour vous. Papy fait de la résistance se traîne, et les acteurs s'essoufflent. Un film comique? Le pire, c'est l'absence de rythme, de tempo. Même pas un mauvais montage. Un découpage cotonneux, inexistant, plat comme une plaine. Un peu de finesse et de légèreté, c'est ce qu'on ne trouve jamais dans Papy. En voici une autre. Cette manière de hacher en plan très court la pièce de Christian Clavier et Martin Lamotte, pièce au demeurant faussement enjouée sur un sujet éculé, n'est destinée qu'à faire illusion. La respiration de Papy fait de la résistance ne trouve jamais ce rythme débridé, après lequel elle court en vain. Et une dernière pour la route. Le film n'est pas drôle, voilà. On s'y ennuie, car aucune cible n'est vraiment définie. Aucune vanne ne fait mouche. C'est celle-là que je retiens le plus, parce qu'elle résume parfaitement ce que j'ai ressenti durant tout le film. Où est passé le comique? Il est temps de passer à la partie 2, ma critique du film. Prochainement sur votre écran, Papy fait de la résistance. Mais qu'est-ce que vous faites là? Que dire? On a quand même Christian Clavier, Jacqueline Maillan, Jacques Villeray, Roland Giraud, Dominique Lavanant, Michel Galabru, Martin Lamotte, Michel Blanc, Jean Carmet, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Jean-Claude Brialy, qui a été prévenu la veille au passage et qui est arrivé le lendemain sur le tournage pour 15 secondes à l'écran, Josiane Balasco, Jean-Yann, Bernard Giraudot, Julien Guillaumard, le tricatel de l'aile ou la cuisse, Jacques François. Tout ce monde-là, s'il vous plaît, est-ce qu'il faut vraiment que je continue la liste? Tout ce monde-là, pour ça? Je tiens à vous dire que je suis parfaitement scandalisé. On nous a présenté ce soir la réalité d'une façon odieusement caricaturée, pour ne pas dire grotesque. En fait, la réponse, elle est dans la question. On s'attend à une comédie dont le riromètre, mais ça fonctionne pas comme ça, mais dont le riromètre sera proportionnel au nombre de personnes importantes qu'il y a dans ce film, alors que c'est pas du tout le cas. Il y a tellement de monde, par pur affichage marketing, parce que c'est comme ça, c'est de l'affichage, que ça en devient une blague, vu que le scénario n'a ni queue ni tête, puisqu'il y a trop de personnages à suivre en même temps, et le lien entre eux est assez difficile à suivre, en tout cas c'est pas prenant. Les personnages sont tellement nombreux qu'aucun n'est attachant, on n'a pas le temps pour ça. Le pire, c'est que c'est fait exprès, puisqu'il y a une espèce de cliffhanger final, et que les personnes qui étaient censées être dans ce film-là se retrouvent 40 ans après pour essayer de dire ce qui était vrai de ce qui ne l'était pas, dans un débat complètement what the fuck, mais qui est le seul moment du film où j'ai retrouvé la touche du Splendide. Sparadrap, pourquoi pas roudoudou, raplapla pendant qu'on y est. Ces 3 minutes-là sont un vrai bonheur, mais elles sont à la fin, et elles sont tellement décorrélées du film, même si c'est le concept de dire « Regardez, on vous montre un film pourri pendant 1h20, mais attention, c'est fait exprès, parce qu'on va en rire après. » De plus, j'affirme que le ministre ici présent s'est mis dans la poche 2 millions de francs. Bah ça prend pas avec moi. Je me sens complètement floué et arnaqué par ce film. Et heureusement que je l'ai pas vu au cinéma, j'étais pas encore né. Que André Legoin avait apporté la résistance, je le sais, je l'ai pas. Attention, Ramirez, n'allez pas trop loin, n'allez pas trop loin. Trop de personnages pour qu'on puisse s'y intéresser, et j'ai du mal à comprendre, même aujourd'hui, même si aujourd'hui c'est plus facile que quand j'étais plus jeune, à comprendre où le film veut nous emmener. Est-ce qu'on va suivre un héros super résistant qui, comme une espèce de Clark Kent, joue la comédie de jour pour faire des actes de bravoure la nuit? Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce pantin qui est tantôt mou, tantôt provocant, ne sait plus très bien? C'est un film à part entière, pourquoi pas, mais c'était qu'une petite partie du film, celle que les enfants préféraient, j'imagine. Est-ce qu'on va suivre cet Anglais qu'on fait sortir de la commandature et qu'il faut cacher? Cet Anglais qui va leur donner du courage pour devenir des vrais résistants? Sauf que non, l'Anglais il sert de souffre-douleur pour avoir des gags visuels super lourdingues, mais c'est les seuls gags que j'ai identifiés comme tels dans le film. Donc non, on va pas suivre spécialement l'Anglais plus que ça. Est-ce qu'on va suivre Christian Clavier, qui voulait être un résistant mais qui n'était pas et qui va le devenir? Non, pas vraiment. Est-ce qu'on va suivre une histoire d'amour entre Dominique Lavanant et Roland Giraud? Vous faites un joli métier. Madame, vous avez tort de quitter. Les absents. C'est pourri. Les absents. Oui, mais pas vraiment, on le saura qu'à la fin. Sinon c'est juste suggéré, donc c'est pas forcément non plus une histoire d'amour. Est-ce qu'on est là pour suivre la revanche de Ramirez? Oui et non. On sait pas vraiment, on le voit, mais ce n'est qu'une
péripéties parmi d'autres. Ce film est un bordel, avec plusieurs petits arcs scénaristiques différents qui vont chacun dans leur coin, qui certes se recoupent dans ce banquet final avec l'attentat sous la table, mais qu'est-ce que c'est long et laborieux pour en arriver là. On a le personnage de Guillaumard qui arrive comme un cheveu sur la soupe, des personnages qui se rajoutent encore et encore et encore, alors qu'on n'a pas le temps de s'intéresser à l'un d'entre eux. D'un point de vue structure, même si c'est fait exprès pour arriver à ce génial débat de la fin, moi si je veux regarder Papy fait de la résistance à l'avenir, je me contente des 3 dernières minutes. Là au moins je rigole. C'est ignoble! Y a pas de mots pour dire ce que vous êtes, monsieur Ramirez! Y a plus de mots! Enculé! À chaque fois que je regarde ce film pour lui donner une nouvelle chance, je sors du film à plusieurs reprises, parce que ça ne me fait rien de voir des acteurs français faire semblant de parler en allemand avec un accent allemand caricatural. Ja, bravo, jeune homme, félicitations, quelle culture! Merci, général. C'est nul, c'est franchouillard, c'est kitsch, mais des vrais Allemands, à la limite, comme le faisait la Grande Vadrouille. Il n'y a que Jean-Paul Muel, qui jouera le maréchal et le gigibon dans Le Visiteur 1 et 2, qui m'impressionne en allemand. Verboten! Scheiße Franzosen! Lui, je ressens pas, mis à part le fait que je le connaisse, je le ressens pas que c'est un Français qui joue à l'allemand. Es ist Tabak, Herr General! Assez de sel, imbécile! Il a dû faire de l'allemand dans une autre vie, ou peut-être dans sa scolarité, mais lui, il est crédible. Dans une comédie, il faut quand même que ce soit crédible, sincère, comme je le dis à chaque fois, et voir Roland Giraud parler comme ça, ce n'est pas sincère. Assez de sel, imbécile! Va fumer dans la cour, gleich! Ce que vous voulez. Qu'est-ce que je dois dire maintenant? Le personnage joué par Jacques Villeray, Apfelstrudel, super, il a une nom de pâtisserie allemande ou je sais plus de quelle nationalité. Et alors? C'est drôle? Je suis désespéré, je comprends pas, je vous jure, je comprends pas. Aidez-moi, aidez-moi, là je suis en détresse complète. C'est génial de voir le maréchal Apfelstrudel de 1000 frères d'Hitler manger des œufs géants avec une baguette de pain géante et chanter Je ne l'ai pas changé. Bravo. Moi je comprends pas. Je comprends pas ce qui est drôle en tout cas. Mais si le film ne cherche pas à être drôle et qu'il y a un message subliminal derrière, mis à part, oh, les résistants, ils sont peut-être pas si résistants que ça ou maladroits, et oh, les Allemands étaient pas tous méchants. Si vous voulez, est-ce que ça justifie un film d'une telle envergure, avec un tel budget, avec de tels comédiens dedans? 650 perruques, 7500 paires de chaussettes. Tous talentueux, que j'aime tous. Je voulais pas être en colère, parce que ce film est indifférent, plutôt qu'être en colère comme je l'ai été pour la 7ème compagnie, volume 3, dont je me remets pas. Là, j'étais en colère. Mais finalement, je suis en colère ici aussi. Pas seulement parce que je comprends rien, mais parce que le Splendide a bafoué son humour pour faire ce film et rentrer, on va dire, dans un cinéma plus classique, alors que pour moi, ils étaient le renouveau, et ils le sont toujours, en tout cas, ils l'étaient à cette époque-là, ils étaient le renouveau de la comédie française, avec un humour bien classique qui était à son sommet dans Le Père Noël est une ordure, et derrière, même si c'est pas leur scénario à eux tous, seulement celui de 2 d'entre eux, les voir jouer dans ce film comme des acteurs lambda, alors que pour moi, ils étaient la révolution de notre cinéma dans les années 70, fin 70, début 80. C'est triste d'être rentré dans le moule à ce point, même si je pense que ça a contribué à lancer leur carrière solo définitivement. Après, je pense qu'ils se sont tous fait plaisir, ils l'ont dit eux-mêmes. Pas sûr que Junio ait tant rigolé que ça à être catalogué dans ce mec de la Gestapo qui ne fait que crier et taper sur les gens. C'est gênant quand il tape sur tout le monde en mode De Funès. J'appelle pas ça un hommage, et c'est celui qu'on remarque avec Lamotte. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour retenir quelque chose de ce film? Et j'adore quand même le bouquet final. Cette émission où ils sont tous géniaux, là c'est le Splendide que j'aime, avec Lavanant qui est en mamie comme ça, qui bouge sa tête, qui est super crédible. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette, qui a effectivement épousé Monsieur Macburette. Junio, qui est soi-disant le petit-fils ou le fils de Ramirez. On parle de la population française, qui salverait beaucoup d'entrées françaises. Non, je vous en prie, n'exagérez pas. Monsieur Ramirez. Et qui a son oreillette pour faire style qu'il écoute tout le monde alors qu'il parle français. Une question. Est-ce que vous parlez français? Oui, pourquoi? Mais je pense qu'à ce moment-là, le débat gagnera en clarté. Non, je peux parler français si vous voulez. C'est juste que c'est mascara, non? Le débat à la fin, il est génial. Franchement, il l'est et je rigole toujours autant. Même avec Martin Lamotte, quand il va dire « Attention, je vais crier très fort !» Attention, je vais crier très fort! Messieurs, est-ce que vous pourriez continuer ce débat Là, c'est bon. Alors peut-être qu'il faut 1h30 à montrer un personnage qu'on trouve naze ou qu'on trouve caricatural pour en arriver à cette personne qui se regarde quelque part lui-même en disant « Mais non, il n'était pas comme ça » et à le faire en direct. Mais ça vaut pas 3 minutes, je suis désolé. On va pas souffrir 1h30 pour 3 minutes de bonheur. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et puis pour un film à tel budget qui parle de la Seconde Guerre mondiale, ou même la première ou l'entre-deux, tous les films qui l'ont fait, de La Grande Vadrouille à L'As des As, en passant par Monsieur Batignolles ou même La 7ème Compagnie, ce sont des films qui te faisaient voyager, qui te faisaient voir la France, qui te faisaient vivre une épopée, une aventure. Là, on est coincé soit dans la cave
de la famille ou dans leur propriété. Et parfois on a une petite sortie, nous on reste dans cette ville de Paris, qui est certes plutôt bien reconstituée, il y a des beaux costumes, il y a des beaux véhicules certes, mais quand tu compares ce film qui parle de l'occupation comparé à d'autres films de la même époque qui ont été faits avant, il y a beaucoup moins d'envergure, parce qu'à la base c'est une pièce de théâtre. Prisonnier de son point de départ. Il est passé dans les costumes, dans les véhicules et dans les cachets des comédiens, pas dans les scènes d'action en tout cas. Le film est frustrant, parce qu'il y a beaucoup de noms que j'apprécie, c'est ceux qu'on voit le moins. Michel Blanc, Balasco, Jean Carmet. Mais je vois pas l'intérêt de te donner l'illusion que tu vas voir 14 ou 15 acteurs que t'aimes beaucoup pour les voir faire un petit caméo de 15 secondes. Et c'est pour ça que j'ai jamais aimé, même dans le cinéma américain, tous ces films qui te mettent des têtes d'affiche par dizaines, tout ce qui est Ocean Eleven ou même les Expendables, où on te dit, et encore Expendables c'est marrant, mais où tu vois que des stars se réunir entre stars et se dire hey, regardez, on est tous balèzes, on est tous des stars, on va tous jouer ensemble. Ça me sort du film. Un bon film, même s'il y a des gens connus dedans, il doit y en avoir 2 ou 3, avec aussi des très bons second rôles, avec des visages familiers mais pas forcément très connus. Dans Astérix, Mission Cléopâtre, Édouard Baird, c'était pas non plus la star numéro 1 de l'époque, pourtant on ne voit que lui. Puis j'avais toujours cru naïvement, en sachant que ce film était dédié à la mémoire de Louis de Funès, que tous ceux qui avaient tourné avec lui s'étaient jetés sur l'occasion pour apparaître dedans, comme Michel Galabru. Mais non, c'est le dernier choix de Fechner qui n'en voulait pas. Comme Jacqueline Maillan. Elle n'est pas là parce qu'elle avait tourné avec lui dans Pouic Pouic. Elle était là parce que c'était enfin un bon scénario, un beau rôle qu'on lui proposait, parce qu'on en avait refusé beaucoup, parce que plus grand monde ne voulait la faire tourner. Il y a du réel dans cette histoire, même si c'est sympa de les voir ensemble. C'est pas une grande famille du cinéma qui s'est recueillie autour d'un acteur qui avait disparu trop tôt. Le fait d'intégrer Louis de Funès dedans a permis au film d'avoir son casting et d'avoir son budget. Sa disparition tellement prématurée que je regretterai jusqu'à la fin de mes jours a permis à ce film de se maintenir dans son standing. Le film est un hommage à De Funès, certes on le voit au début, mais qu'est-ce qu'il est triste de cet hommage quand même. Mais il n'y a même pas besoin d'hommage. Louis de Funès, il n'est pas parti, il est toujours là parmi nous, il est en moi, il est en vous, il est partout derrière moi. C'est pas ce film, l'hommage à De Funès, l'hommage c'est le fait qu'on en parle encore aujourd'hui, tant de décennies après sa disparition. C'est tout ce que j'ai à dire sur Papy fait de la résistance. Désolé au fan club qui a le droit de l'être, d'avoir parlé pas forcément en mal, mais de ne pas aimer ce film-là. Je m'en excuse vraiment parce que je sais que c'est une vidéo qui est très attendue par la plupart d'entre vous. Je ne suis jamais rentré dedans, contrairement à la 7ème compagnie où je ne l'étais jamais rentré dedans mais je l'avais jamais vu en entier. Ce film-là, je le connais très bien. Je l'ai vu une douzaine de fois dans ma vie. À chaque fois, c'est le même constat. Je ne comprends pas ce que vous lui trouvez. Quand je dis vous, c'est une majorité d'entre vous. Il y en a parmi vous qui n'aiment pas non plus. En tout cas, lâchez-vous en commentaire. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un like, partagez. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le, c'est gratuit, c'est un simple clic pour montrer que je vais dans la bonne direction et que vous appréciez mon travail depuis ces années. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, comme je dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.